BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. À 12h18, ça va être court cette session de questions-réponses, mais enfin, Gilles Petit est quand même là pour vous répondre. Gilles Petit du magazine Gestion de Fortune. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être resté avec Écoutez, nous. Ça me fait plaisir, mon plaisir. Voilà, suivi comme ça ces événements du MEDEF. On commence avec la question de Francis qui est à Montélimar. Il a acheté plusieurs parts d'une même SCPI. Certaines d'entre elles ont été acquises en direct, d'autres via un contrat d'assurance vie. Et il veut comprendre les écarts de valorisation qu'il constate en fonction de ces supports qu'il a choisi. Ouais. Oui, mais en fait, c'est assez logique ce qui se passe et ce qu'il peut constater, surtout sur le court terme, c'est que la SCPI, donc la Société Civile de Placement Immobilier, quand vous y souscrivez en direct, distribue les revenus, donc les loyers qui sont perçus, tandis que quand vous y souscrivez via un contrat d'assurance vie, les revenus sont capitalisés, ce qui fait que sur court terme, on peut avoir effectivement un décalage entre les valorisations d'un même produit. Et entre guillemets, ça se comblera au fil du... Exactement. Ça en débouclant les opérations. Voilà, ça se débouclera au fil du temps. Donc, disons que sur très long terme, effectivement, on retrouvera la même valeur. Alors, ce qu'il faut juste savoir, pour les gens qui nous écoutent, c'est que quand on souscrit une SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie, généralement, vous ne choisissez pas votre SCPI. C'est le contrat, lui, qui vous propose une SCPI. Donc je pense que la personne qui a posé cette question-là avait souscrit tout d'abord via l'assurance vie et ensuite a voulu l'acheter en direct. Voilà Francis pour cette question qui concerne les SCPI. Domiti nous écrit depuis Angers. Elle croit beaucoup, nous dit-elle, à l'épargne solidaire. Elle a trouvé quelques produits, mais elle cherche un contrat d'assurance vie solidaire. Alors est-ce qu'elle n'a pas trouvé? Est-ce que ça existe? Et si ça n'existe pas, est-ce que c'est dans l'air du temps? Alors effectivement, c'est plus que dans l'air du temps puisqu'il y a un contrat qui vient de sortir tout récemment. Ça y est, Domiti, on a le... Voilà, Domiti, vous avez votre réponse. Il y a un contrat qui est sorti chez une grande banque française, je ne sais pas si on donne le nom, mais en tout cas, c'est un contrat, on peut donner le nom du contrat parce que il s'appelle contrat solidaire, donc ça n'engage pas à grand-chose. Voilà. On n'en a pas trop dit. On n'en a pas trop dit, et effectivement, c'est donc un contrat solidaire. Donc ça veut dire quoi, solidaire? C'est qu'on va partager une partie des frais de souscription qui sont assez faibles, c'est 2% sur ce contrat-là. Donc 1% seront reversés à des associations. Donc ça, c'est le premier geste solidaire. Autre geste solidaire, c'est que le fonds garanti en euros qui fait partie de ce contrat-là sera investi au minimum à hauteur de 5% dans des actions pour financer effectivement des associations, aide, retour à l'emploi, développement des pays sous-développés. Donc il y a du fonds garanti. Voilà, il y a le fonds garanti. Il y a aussi 7 unités de compte qui sont déjà proposées et qui sont aussi solidaires. Donc en fait, ce sont des fonds qui vont eux-mêmes investir une partie de leurs actifs dans des actions effectivement pour soit l'humanitaire, soit retour à l'emploi, soit amélioration de l'habitat des personnes défavorisées. Donc on a déjà un contrat qui existe et qui devrait faire florès bientôt. Donc fonds garanti, unité de compte solidaire et du fonction de partage sur les droits de souscription. Voilà. Donc on est à fond dans l'épargne solidaire. Bon, écoutez, voilà, donc Domiti, il faut chercher cette grande banque qui propose un contrat solidaire, mais nul doute que vous y parviendrez. Raymond est à Chalon-sur-Saône. Il est retraité et il voudrait joindre l'utile à l'agréable, à savoir diminuer ses impôts tout en résidant au soleil. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est encore possible. Et c'est d'autant plus possible que, en fait, une décision a été prise au 1er janvier de cette année qui permet, en fait, aux personnes qui n'ont pas résidé... Alors là, je pense à un pays en particulier, c'est le Portugal, pays qui fait partie de l'Europe, au cœur de l'actualité, qui est au cœur de l'actualité, donc voilà, mais qui reste néanmoins très agréable à vivre. Très ensoleillé. Exactement. Et donc, en fait, il y a une convention qui a été signée au 1er janvier de cette année qui permet en fait aux retraités qui n'ont pas résidé 5 ans auparavant, enfin, il y a 5 ans déjà au Portugal, de venir s'installer au Portugal et d'être totalement exonérés sur les pensions retraite. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est il faut y résider au minimum, donc le fameux quota des 183 jours. Donc, il faut passer au minimum 183 jours au Portugal.
et vos pensions ne sont donc pas ponctionnées ni en France ni au Portugal. Et ça, par contre, mauvaise nouvelle pour les gens qui sont peut-être fonctionnaires, ça ne concerne que les pensions privées. Mais je pense que c'est un juste retour des choses. Vous allez vous faire des copains. Ok, ben voilà Raymond, vous pouvez éventuellement prendre la direction du Portugal qui peut vous permettre de cumuler moins d'impôts et plus de soleil. Charlotte dépose d'importantes sommes d'argent sur les PEL de ses 3 enfants et au moment de les récupérer, son banquier lui dit qu'elle n'en a pas le droit et que ces versements rentrent dans la catégorie des dons. Est-ce que le banquier a raison ou est-ce que le banquier... On n'est pas là pour attaquer les banquiers, mais votre banquier a raison. Malheureusement pour vous, effectivement, c'est vrai que c'est une pratique qu'on utilise souvent, que les parents utilisent souvent. Mais donc il y a une différence entre... C'est lié au PEL parce que tout parent... et on le dit même... souvent, oui, on parle du livret A. Par exemple, du PEA... On parle souvent du livret A. Alors, c'est pas que du livret A, oui, pardon. Voilà, c'est plutôt le livret A. On en a parlé d'ailleurs sur cette antenne, le livret A. Alors, le livret A, si vous vous souvenez bien, ce que je vous avais dit, vous pouvez le faire, récupérer l'argent, mais avant que votre enfant ait 16 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, après... Il faut qu'il donne son avis. Voilà, il faut qu'il donne son avis. Bon, mais là, s'il a 18 ans, il peut vous attaquer en justice. Bon, on dit c'est des dons. Voilà, là, c'est... Donc le PEL, c'est pas comme le livret A. Voilà, c'est pas comme le livret A. Bon, déjà parce que le livret A est quand même beaucoup plus liquide. Le PEL, c'est d'autres choses. Et puis, ça ouvre droit aussi à des taux préférentiels pour investir dans l'immobilier. Donc, il y a toute une structure derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette question-là, c'est une question de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'autres gens qui ont eu le même problème, qui avaient versé d'importantes sommes à l'issue justement de la vente d'un bien immobilier. Ils avaient versé des sommes sur les PEL comme ça de leurs enfants. Et au moment de les récupérer, leur banquier leur a dit qu'effectivement, c'était interdit. Ils sont allés en justice, la justice a tranché et a dit qu'effectivement, à partir du moment où vous faisiez un versement sur un PEL, pour au profit de votre enfant, ça s'apparentait à un don manuel irrévocable. Donc, vous ne pouvez pas récupérer. La petite question qu'on peut peut-être poser à cette auditrice, c'est simplement de savoir si votre banquier vous avait prévenu au moment où vous avez fait ces versements. Ça peut être une question un peu poil à gratter, mais malheureusement, même si vous alliez en justice pour... contester la décision, qui vous a pas prévenu. Les décisions de justice actuelles font que vous n'aurez pas raison. Donc, il faut dire au revoir à cet argent. Ouais, au revoir pour elle en tout cas. Allez, il nous reste 1 minute 30 pour répondre à Lucas qui nous écrit depuis Arcachon et qui veut savoir où on en est du fameux fichier centralisé qui doit être mis en place sur les contrats d'assurance vie et si ce fichier contiendra un arsenal répressif. Alors, c'est une question qui mériterait plus de 2 minutes. On va faire ça rapidement. Effectivement. Non, mais on l'a déjà évoqué hier. En fait, on est dans le cadre du rapport Berger et notamment pour les 500 000 € en assurance vie, clairement. C'est ça. Il y a 2 objectifs dans ce fichier. C'est effectivement identifier les gens qui ne se seraient pas déclarés, les pousser à se déclarer et surtout aussi mettre un peu d'ordre sur les contrats en déshérence, c'est-à-dire les contrats que personne ne réclame et pourtant qui ont des bénéficiaires et qui font les beaux jours des assureurs ou des banquiers. Donc ça progresse doucement. Il y a un avant-projet qui a été proposé, soumis aux assureurs qui ont bondi de leur chaise parce que en gros il faudrait fournir énormément d'informations sur énormément de contrats et les assureurs ne sont pas prêts à le faire aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel. Ce qu'on peut noter rapidement, c'est que ce fichier concernerait aussi les contrats de droit luxembourgeois à partir du moment où soit le souscripteur, soit l'assuré, soit le bénéficiaire serait français. Donc le contrat luxembourgeois n'est pas forcément une panacée dans ce cas-là. Et oui, arsenal répressif, oui, c'est prévu. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, les choses qui auront été décidées, c'est-à-dire les obligations de déclaration n'auront pas été respectées, eh bien, il y a déjà un arsenal qui est prévu, qui pourrait s'élever à 5% du montant du contrat, ou 5% des sommes qui ne sont pas déclarées aujourd'hui, enfin au moment où elles seront déclarées. Le fichier central, c'est pour le 1er janvier 2015, donc il va y avoir des navettes, des allers-retours entre assureurs et administration. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même si on ne souscrit pas à cette obligation de déclaration, on pourra quand même être obligé de payer des pénalités, même si le fisc n'a pas été pénalisé. Voilà. Bon.
Donc, il y a un arsenal répressif prévu dans Déjà. cette loi. Ouais. Merci beaucoup pour ces questions rapides. Très rapide. Aujourd'hui, actualité oblige avec l'élection de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. Merci beaucoup Gilles Petit du magazine Gestion de Fortune. Et il va falloir revoir votre une sur le patrimoine des ministres. J'ai aperçu une ministre qui ne l'est plus. Oui, mais ça pourra la renseigner sur ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle n'a plus de travail.